Bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous convier à un rendez-vous en terre inconnue, puisqu'il va s'agir en effet d'explorer un territoire fort peu connu, dont certains ont peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle la réalité. Alors, fort peu connu, car sur le chemin qui y conduit se dresse un obstacle d'envergure, la Matrix. Alors, qu'est-ce que la Matrix? Alors non, ce n'est pas la maman d'Obélix. Il s'agit en fait d'un monde que l'on superpose à notre regard pour nous empêcher de voir la réalité, justement, d'où le problème. Et si nous voulons accéder donc à ce territoire, il va nous falloir donc surmonter cet obstacle. Et pour ça, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà voir comment ça fonctionne, ce truc-là, la Matrix, c'est quoi ça? Et là, certains ont peut-être entendu parler d'histoires de programmes, de machines, tout ça. Bon, vous oubliez, hein, la Matrix se situe évidemment sur un plan plus subtil. Elle se situe au niveau du langage, du verbe. D'ailleurs, n'a-t-il pas été dit au commencement était le verbe. Bref, ce sont les mots qui nous accablent. Non seulement on nous raconte n'importe quoi, mais ce que l'on sait moins, c'est que ce sont les mots eux-mêmes, je veux dire, chacun d'entre eux qui nous trompent par l'impression qu'ils nous font. Ainsi, souvent, afin de nous dissimuler quelque chose qui pourrait choquer, eh bien, au lieu d'utiliser le bon mot qui désigne clairement et précisément la chose, eh bien non, on a recours à un terme beaucoup plus général. Supposez que vous croisiez quelqu'un qui vous dit « Bonjour monsieur, veux-tu essayer mon instrument ?» Pour peu que vous soyez un peu musicien, ça peut être tentant. Mais quel instrument? Vous voyez, ça, on peut imaginer plein de choses là. D'autant que la personne vous conduit dans une chambre, vous invite à vous installer sur un lit, avec des chaînes en plus. Vous voyez, jusqu'à ce que vous vous aperceviez, trop tard, qu'il s'agit d'un instrument de torture. Vous voyez quand même le problème là. Hein, tout le monde n'apprécie pas forcément. Bon. Et nous voyons donc maintenant ce que nous allons faire pour surmonter l'obstacle de la Matrix. Premièrement, vérifier ce qu'on nous dit. Pour le cas, on nous raconterait n'importe quoi, mais aussi, deuxièmement, utiliser les bons mots, désignant clairement et précisément les choses. Sauf que le problème, c'est que lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vous parle, vous ne savez pas s'il utilise ou pas le bon mot, que faire. Eh bien, la méthode que je vais vous proposer, que nous allons expérimenter ensemble, consiste à analyser les mots en se référant à leur définition. Sauf qu'une définition étant elle-même composée de mots, il nous faudra recommencer l'opération sur chacun des mots de la définition, et ainsi de suite. Bon, on prendra quand même les mots les plus significatifs, mais bon, quand même, vous voyez que ça peut être un peu laborieux. Donc on ne pourra pas, comme ça, analyser tous les mots qu'on entend, et d'où la nécessité de cibler les mots suspects. Et un moyen de savoir si un mot est suspect, eh bien, c'est de voir si l'impression qu'il nous fait, qui est souvent liée d'ailleurs à son étymologie, est bien en accord avec sa définition. Et s'il n'est pas vraiment en accord, c'est donc qu'il est suspect. Voilà. Eh bien, allons-y. Nous allons ensemble donc aborder ce territoire inconnu. Mais d'abord, je me dois, maintenant, une mise en garde. Ce que nous allons découvrir peut choquer. Donc voilà, âme sensible. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu comme ce petit conte pour enfants, Alice au pays des merveilles. C'est une petite fille qui voit passer un lapin blanc, qui à un moment donné disparaît dans son terrier. Elle le suit, elle fait une chute vertigineuse et elle se retrouve à un endroit où il se passe des trucs vraiment bizarres. Pas forcément agréable, d'ailleurs, à un moment donné, il y a une reine qui veut lui couper la tête, ça peut être un peu stressant comme situation. Donc voilà, il faudra être un peu courageux. Certains pourraient être tentés de dire, mais non, c'est pas possible, la réalité, c'est pas vrai, c'est pas ça, mais non, si, il faudra... Alors, je vous y invite quand même, si vous vous en sentez capable, à me suivre dans cette aventure, parce que ça présente quand même un intérêt, à part bien sûr découvrir les territoires inconnus, à savoir que ça va nous aider à résoudre des problèmes assez importants que jusque-là personne n'arrivait à résoudre, qu'on se demandait bien pourquoi. Et je pense en particulier à un problème dont nous parlent souvent d'ailleurs les hommes et les femmes politiques, qui nous disent que c'est très important ce problème, qu'ils vont tout faire pour le résoudre, s'ils sont élus. Et puis une fois élu, ouais, on est là en train de le résoudre, vous voyez. Sauf que ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont là en train de le résoudre et qu'il est toujours là le problème. Bon.
Et je veux parler du problème du chômage. Eh bien, allons-y, on va déjà analyser ce mot-là, vous voyez, pour voir déjà s'il est suspect, donc chômage. Alors, ce mot vient du latin, qui était la langue parlée au sein de l'Empire romain, je rappelle, qui était lui-même d'ailleurs centré sur le bassin méditerranéen, région où il fait très chaud, surtout d'ailleurs les après-midi d'été. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Bien tout simplement parce que ce mot a la même racine que chaleur, et signifiait ne rien faire pendant les fortes chaleurs. La sieste, quoi. Vous voyez. Et vous voyez que, comme je vous le disais, ça correspond bien à l'impression que ce mot nous fait, à savoir que les chômeurs sont des gens qui ne font rien, des feignants, quoi. Bon, voyons maintenant la définition du chômage. Et là, figurez-vous que la définition du chômage, c'est le fait de chercher du travail. Vous voyez quand même qu'apparemment, il y a un petit problème là, des feignants qui cherchent du travail, oui, normal, bien. D'autant qu'il y a des petits vicieux qui rajoutent aussi des fois, et c'est un travail. Et là, bien sûr, personne ne se pose cette question. Pourquoi continue-t-il de chercher alors? Bon. Bref, il est clair que là, nous avons un cas suspect, en effet, et que donc, ça vaut le coup un peu de creuser la question, bref, de se retrousser les manches et de se mettre au travail. Ça tombe bien, c'est justement le mot significatif de la définition qu'il nous faut maintenant analyser, je rappelle. Donc, travail vient du latin, là encore, donc, toujours pareil, les Romains, pas étonnant, travail de Romains, bon. Évidemment, qui désignait à l'époque, figurez-vous, un instrument de torture. Et vous voyez que là encore, ça correspond bien à l'impression que le mot travail fait à beaucoup, ou l'autre, ce travail, au fait que souvent, implicitement, pourquoi le travail c'est une punition, travaux d'intérêt généraux, du travail supplémentaire. Et n'a-t-il pas été dit? Tu travailleras à la sueur de ton front. Ce qui est, je le rappelle d'ailleurs, une punition collective. C'est à cause d'une grand-mère, quand je lui avais dit de ne pas manger cette pomme, bon, c'est fait, Bon. D'ailleurs, punition spéciale pour les femmes, tu enfanteras dans la douleur ce que l'on appelle le travail. Bref, il apparaît à ce stade, petit bilan de notre investigation, que les chômeurs seraient donc des feignants masos. Bon. Mais c'est pas terminé, il nous faut voir maintenant donc la définition, je rappelle, du mot travail. Et la définition tout à fait générale, et moins précise, donc la bonne de ce terme, c'est toute activité effectuée dans le but de son résultat. En opposition à une activité qui serait effectuée pour le seul plaisir de l'effectuer, ce que l'on appelle un loisir d'ailleurs. Et nous voyons donc que ce qui caractérise le travail, ce n'est pas, impression première, sa pénibilité, mais bien son utilité. Et quoi de plus réjouissant, de plus motivant que de se sentir utile à quelque chose? Et j'ai donc envie de dire à tous les ramollos et les raplapla, il faut éliminer cette idée que le travail serait pénible, travailler et bouger. Et nous voyons donc à ce stade de notre investigation que les chômeurs seraient donc des gens ayant compris l'intérêt du travail et qui cherchent par conséquent à se rendre utiles pour retrouver bien sûr la vitalité qui est en eux. Ils pourront se rendre auprès d'associations pour voir s'ils n'auraient pas besoin de bénévoles et ils n'auront aucun mal à en trouver du travail. On remarque donc en passant que le travail ne manque pas. Nous avons résolu le problème du chômage. Et non, je rigole, bien sûr. Et non, je rigole. Parce que, bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas du chômage, ça, de chercher des activités bénévoles. Pourtant, vous avez bien cherché du travail. Il y a un truc qui cloche, là. Alors, quand il y a un truc qui cloche et qu'on cherche à explorer la réalité, ce qu'il faut remettre en cause, ce sont les mots. Donc là, apparemment, vous voyez, on ne nous a pas donné donc la bonne définition du chômage. Ou, sans doute, plus précisément, que le mot important de cette définition, donc le mot travail, est peut-être un mot un peu trop général, vous voyez. Nous allons donc voir ce que cherchent plus précisément les chômeurs. Alors c'est tellement vrai que ceci n'est pas du chômage, de chercher donc de faire du bénévolat, que dans les quelques pays, vous savez, où on aide un petit peu les chômeurs à boucler leur fin de mois difficile, eh bien si vous cherchez juste, vous voyez, à être utile à votre pays, donc en sorte de bénévolat, vous n'avez droit à rien. Donc que cherchent donc les chômeurs qui fait qu'on les aide eux? Et la réponse, vous la connaissez, il faut d'abord que ce soit un travail en tout cas qui rapporte de l'argent, bien sûr. Donc à ce stade de notre investigation, il apparaît donc maintenant que les chômeurs sont des gens cupides, que de rebondissements. Et on comprend d'ailleurs pourquoi on les aide eux. Ben oui, puisque avant d'offrir quelque chose à quelqu'un, donc là de l'argent, vous voulez être sûr que ça va lui plaire, c'est normal. Mais donc, voyons voir maintenant si, vous voyez, parce qu'il faut avoir la définition la plus précise possible. Est-ce que toute activité permettant d'obtenir de l'argent peut faire l'affaire pour qu'on puisse parler de chômage? Donc on va passer en revue le plus simple qu'on puisse faire pour obtenir de l'argent. Le plus simple, c'est d'en fabriquer.
c'est du travail. Hein, imiter les billets en plus, tout ça, c'est de plus en plus dur. Sauf que là, bien sûr, hein, vous savez que ça marche pas, c'est carrément illégal, hein, sauf si vous êtes banquier, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc aller prendre l'argent là où il est. Et donc, certains, l'idée, je sais pas si vous avez souvent regardé des films, des fois, ça peut être de creuser un tunnel, vous savez, pour accéder à une salle des coffres. C'est du travail, hein, qui peut rapporter gros là aussi, sauf que là encore, bien sûr, illégal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des gens qui ont de l'argent et leur demander, bien sûr, avant, hein, gentiment, s'ils veulent bien nous en donner. Alors, ça, c'est pas illégal, mais effectivement, c'est toujours pas valable, hein, parce que si vous expliquez, vous voyez, par exemple, que votre projet d'insertion, c'est de faire la manche, on va vous dire, oui, non, mais ça, c'est pas vraiment considéré comme étant d'insertion. Non. En fait, ce qu'il faut, donc, c'est trouver des gens qui ont de l'argent et qui acceptent que vous fassiez un certain travail, donc vous aurez convenu avec eux, hein, une nature, qui les intéresse au point qu'ils acceptent de vous payer pour ça. Donc là, on s'approche du but au point qu'on pourrait parler d'ailleurs de chômage au sens large, mais on n'y est pas encore vraiment parce que prenez l'exemple d'un artisan plombier qui fait sa publicité. Que fait-il ? Eh bien, il cherche des gens susceptibles de le payer en échange d'un travail. Pourtant, il n'est pas au chômage puisqu'il travaille. Et en fait, vous voyez que le chômage au sens strict, hein, vraiment, c'est en fait les gens qui cherchent en fait, un statut de salarié, un patron, on pourrait dire aussi. Hein. Donc là, visiblement, on est assez précis, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on ait un mot qui désigne vraiment la réalité qu'il recouvre. Or, salarié, ça vient de salaire, qui est donc une somme d'argent. Et on voit bien que là encore, on nous cache quelque chose. Parce que le fait de percevoir, de recevoir de l'argent n'est pas ce qui caractérise le salarié. Il y a plein de gens qui reçoivent de l'argent, ils ne sont pas salariés. Je sais pas, des gagnants du loto, par exemple. Bon. Donc, ce qu'il nous faut voir, c'est la définition. Vous vous rappelez ? Sauf que là, c'est là, si vous contentez d'ouvrir un dictionnaire, vous n'allez pas la trouver. Hein, elle est bien planquée quand même. Parce que oui, vous allez voir des choses du genre, salarié qui perçoit un salaire. Donc, vous allez voir un salaire, hein. Salaire, somme d'argent versée aux salariés. Oui. Bon, il y a des dictionnaires de plus en plus qui font un effort quand même, qui vous parlent de contrat de travail. Oui, bon. Non, alors si vous voulez avoir la vraie définition, là, il faut aller où on est obligé de vous la donner, c'est-à-dire dans les textes juridiques. Et là, vous allez découvrir que ce qui caractérise réellement, pourtant, le salariat, c'est un rapport de subordination. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête ? Ça vient du latin, là aussi, subordonné, on devine quand même, hein, sous les ordres d'eux. Et effectivement, hein, qu'est-ce qui va se passer ? Votre patron va vous demander de faire des choses et vous devrez faire ce que vous demande votre patron, sinon il vous licencie pour faute. Donc je m'étais dit que, histoire d'utiliser un mot qui désigne bien la réalité qu'il recouvre, qu'on pourrait utiliser le mot subordonné, donc dire que le chômeur cherche un statut donc de subordonné. Sauf que c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas seulement ça, je veux dire, les salariés, ils sont subordonnés, oui, mais pas seulement, c'est d'abord des gens qui font un travail. Et j'ajouterais même, d'ailleurs, ici, pour le coup, un travail souvent pénible, et on comprend bien pourquoi. Parce que si vous avez un travail agréable à faire, et que vous ayez le temps et les compétences, bien sûr, est-ce que vous allez payer quelqu'un pour le faire à votre place ? En général, non. Hein, alors que s'il n'est pas agréable, il y a plus de chances, vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas un mot en français qui désignerait bien ça, c'est-à-dire le fait d'être relié à une personne, vous voyez, qui vous commande, quoi, vous devez faire exactement ce qu'elle vous dit, et puis c'est surtout du travail, et puis pénible et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui dit bien ça ? Ben oui, il y a un mot qui dit bien ça en français. C'est le mot esclave. Et donc, vous voyez que la vraie définition donc du chômage, enfin une définition qui désigne bien la réalité, hein, ce serait le fait de chercher à se vendre comme esclave. Alors oui, bien sûr, les chômeurs cherchent du travail, mais du travail d'esclave, parce que vous pouvez faire du travail sur vous, ça n'a aucun rapport. Hein. Oui, ils cherchent des emplois, mais d'esclaves, parce que vous pouvez vous employer à faire votre liste, pas pareil. Hein. Et vous voyez, comme c'est bizarre, comme à chaque fois on s'arrête avant la fin de la phrase, hein, juste avant le mot d'ailleurs, esclave, je ne sais pas pourquoi, il ne peut pas être présentable ce mot-là. Bon, alors il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais alors attends, gars là-haut, l'esclavage c'est autre chose. Ça a existé d'ailleurs justement au temps des Romains, oui, bon. Alors c'est vrai que ce mot, comme souvent hein, dans les langues françaises, enfin les langues naturelles en général, a plusieurs sens. Et il y a aussi un sens plus précis, hein, qui était donc ce qu'on appelait l'esclavage, l'Empire romain et tout ça. Bon.
Sauf que, bon, c'est quand même le meilleur mot qui nous correspondait, nous, hein, aussi dans son sens en tout cas plus général. Et donc voilà, le langage c'est une affaire de compromis, quoi. Et pour voir si vraiment c'est acceptable d'utiliser le mot esclavage dans ce sens-là, voyons quelles sont les différences entre donc cet esclave au sens large moderne qu'est le salarié et l'esclave que j'appellerais donc traditionnel. Pour voir et si ces différences sont si importantes, vous voyez, au point que dans la réalité, bien sûr, au point que ça justifie de vraiment que non, on ne pourrait pas utiliser le même mot. Donc voyons voir. Alors en fait, il y a deux différences, hein, en tout cas importantes entre ces deux statuts. C'est que tout d'abord, évidemment, hein, comme on l'a vu, le salarié, il est payé. L'esclave n'était pas payé, effectivement. Et là, c'est vrai, on a envie de se dire, bon, attendez, gratuitement en plus, exploitation, tout ça. Bon. Sauf que, voyons plus en détail dans la réalité ce qui se passait. Vous allez voir. L'idée, c'est de pas en rester au mot, quoi. Parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait payé, dans l'histoire, qui était le maître, pour s'acheter l'esclave. C'était pas donné, quand même. Hein. Et donc, il était tenté de rentabiliser son investissement. Et donc, de pouvoir utiliser son esclave le plus longtemps possible. Or, un esclave, si vous ne le nourrissez pas, par exemple, au bout d'un moment, assez rapidement, hein, 2-3 mois maximum, ça fonctionne plus. Hein, vous avez beau fouetter, après il meurt, ça pue, c'est dégueulasse. Quoi. Donc, de fait, les esclaves, ils étaient nourris, j'ajouterais logés, ils peuvent payer en nature, quoi. Hein, vous voyez, quelque part. Et même si à un moment donné, l'esclave, il tombait malade, le maître, il avait intérêt à le soigner. Bref, les besoins fondamentaux de l'esclave étaient pris en charge. C'était satisfait. Comparons avec un salarié qui serait payé tout juste de quoi satisfaire ses besoins fondamentaux. C'est des choses qui arrivent, quoi. Hein. Quelle est la différence? Alors oui, il y en a une, effectivement, c'est vrai. Le salarié, en plus, il doit faire ses courses. Est-ce que vraiment, vous voyez, c'est si fondamental que ça justifie qu'on change le mot? Hein? Bon, il y en a qui vont me dire, attendez, des fois ils sont payés beaucoup plus aussi. C'est vrai, ils peuvent être payés moins aussi. Hein. Mais tout comme un esclave pouvait avoir la chance de tomber sur un maître sympa, parce qu'on est des humains, quoi, qui satisfaisait beaucoup plus que ses besoins fondamentaux. Donc ça dépend des cas, c'est pas une différence essentielle des deux, entre les deux concepts. Alors voyons maintenant donc quelle est la deuxième différence que je vous ai dit, et là vous allez voir qu'elle paraît encore plus énorme, et pourtant, hein, vous allez voir, c'est le fait que lorsque vous êtes salarié, si un patron ne vous plaît pas, vous pouvez le quitter, ça s'appelle démissionner. L'esclave, non, c'est le maître qui le vendait éventuellement. Mais... Donc là, on a envie de se dire, bah quand même, il y en a un qui est libre, le salarié, et puis l'autre, il est pas libre. Ça paraît énorme, vous voyez, on est dans le niveau des mots comme ça. Donc ok, il peut démissionner, le salarié. Mais vous savez qu'en pratique, rapidement, enfin, il faudra qu'il se retrouve à un autre patron, enfin, pour avoir de quoi manger, vous savez, les sous, tout ça, bon. Donc, alors ok, il est libre de choisir son maître, alors, on peut dire. Mais c'est vrai que, vous voyez, qu'il pourrait être libre aussi de ne pas en avoir. Donc, il est libre de choisir son maître. Bon, tout comme d'ailleurs à une époque, hein, on avait un roi, enfin en France, vous savez, hein, qui était donc le maître du pays, hein, clairement, et on ne pouvait pas le choisir, hein, puisque c'était héréditaire, tout ça. Et il y a eu la Révolution, et maintenant on est libre de choisir nos maîtres. Bon, mais est-ce qu'il est si libre que ça, en plus de choisir son maître, le salarié? Parce que vous savez, le problème du chômage, hein, je vais en reparler, c'est qu'il n'est pas sûr d'en retrouver un rapidement, de maître qui veuille bien le prendre comme esclave. Auquel cas, il risque de pouvoir manger, c'est un peu... C'est-à-dire qu'il peut donc choisir son maître, mais à ses risques et périls, déjà. Et là, je m'excuse, entre quelqu'un qui peut faire une chose, que ça lui coûte rien, ça n'a aucun risque, et quelqu'un, il peut le faire, mais c'est à ses risques et périls, éventuellement important, là, quand même, on vient de voir. Il y en a un qui est un peu plus libre que l'autre, vous voyez, hein? Et il apparaît donc, lorsqu'on aborde la réalité, qu'on n'est pas libre ou pas, ça ne veut rien dire. On est plus ou moins libre. Et que notre niveau de liberté, si vous voulez, dépend de la réponse à plusieurs questions. C'est un peu plus compliqué que ça, vous voyez. Libre de faire quoi d'abord? Et puis aussi, on vient de voir, libre à quel prix, à quel coût. Et si on va par là, regardez bien, l'esclave, il était libre aussi de quitter son maître. Il suffisait qu'il ne se fasse pas prendre. Ça s'appelait une évasion. Donc il pouvait, c'est risques et périls, ok, il pouvait. Donc est-ce qu'elle est si fondamentale que ça, finalement, la différence entre... Franchement. Hein? Et d'ailleurs, je trouve aussi autre chose à propos des Romains. Hein? Et les Romains, contrairement à une idée reçue, propagée par Astérix,
Il n'était pas si fou que ça. Et j'en veux pour preuve cette phrase que je vais vous rappeler, prononcée par l'un d'entre eux, enfin un télo de l'époque, qui s'appelait Cicéron. Celui qui donne son travail contre de l'argent, il est très clair là, se vend lui-même et se met au rang des esclaves. Celui qui dit ça, on est en plein empire romain, il sait ce que c'est que l'esclavage quand même, là, vous voyez. Donc, franchement, j'irais même jusqu'à dire que, parce que si on définissait les choses correctement, enfin, de la façon la plus simple et claire possible, l'esclavage, c'est ce que j'ai dit, quoi, c'est au sens général, et donc il résulterait que l'esclavage n'a pas été aboli, en fait. Alors, on pourrait me dire, attendez, de nos jours, les patrons, ils n'ont plus le droit de fouetter leurs esclaves, enfin leurs employés. On pourrait me dire ça, vous attendez quand même. Ben oui, mais tout comme aujourd'hui, plus personne n'a le droit de fouetter personne, c'est pas spécifique à l'esclavage. Tout comme aujourd'hui, plus personne n'a le droit de séquestrer personne. Donc, voilà, en réalité, non. On peut dire que l'esclavage n'a pas été aboli, ça me paraît intéressant comme concept. Donc voilà, les genres de choses, vous voyez, qu'on commence à découvrir. Et alors, c'est pas fini, parce que il semblerait, d'après les trois trucs que j'ai dit, que non seulement l'esclavage n'a pas été aboli, mais même qu'il soit obligatoire pour, en tout cas pratiquement, tout le monde. C'est pas pareil quand même. Alors, vérifions. Alors, parce qu'il y a qu'il faut me dire, attendez, déjà, on n'est pas obligé d'être salarié. On peut être son propre patron, vous savez, profession libérale, tout ça, auto-entrepreneur. Alors, oui, mais ça, c'est des mots, quoi. Mais effectivement, vous n'avez plus de patron, mais c'est pas le mot patron, le problème. La bonne question à se poser souvent, c'est ça, c'est qui vous paye dans ce cas-là? Ce sont vos clients. Et supposez que vous ne fassiez pas ce que vous demande votre client. Est-ce qu'il va vous payer? Ben non, enfin, c'est très gentil, mais bon, c'est-à-dire que de fait, même dans ce cas-là, à un moment ou à un autre, vous êtes esclave de quelqu'un, je suis désolé. Vous devez, à un moment donné, même si vous pouvez le choisir peut-être plus facilement dans ce cas-là, c'est vrai, votre maître, vous devez devenir maître de quelqu'un. Et voilà, vous n'avez pas le choix. Si vous ne trouvez pas suffisamment de maîtres, parce qu'il y a des clients là, les rois, c'est connu. Vous faites faillite, quoi. Bon, pareil, quoi. D'ailleurs, il y a un mot qui peut être un peu trompeur, je trouve, souvent, c'est qu'on parle à ce sujet de service, l'industrie du service, échange de biens et services. Alors c'est un peu trompeur parce que moi ça me fait penser à rendre service. Quand on rend service à quelqu'un, oui, ça paraît sympathique, quoi. C'est altruiste, tout ça, amical. Quand on rend service à quelqu'un, on rend service de la façon dont on souhaite rendre service aussi. À la personne à laquelle on souhaite rendre service. Là, c'est pas pareil. Il va s'agir de faire vraiment ce qu'une personne veut, d'une part, non pas ce que vous voulez faire pour elle. Et vous voyez que si vous êtes altruiste, vous allez choisir les personnes qui sont le plus dans le besoin. Manque de bol, c'est celles qui n'ont pas d'argent en général. Donc, vous voyez le problème. Bon. Donc, du côté du privé, ça a l'air un peu bouché, alors qu'il y en a qui vont dire, bon, alors, on peut travailler dans le secteur public aussi. Oui, sauf que dans le secteur public, là, vous avez toujours, c'est très hiérarchisé, vous avez un chef de service aussi. Alors, quelqu'un qui va dire, ok, je vais essayer de grimper les échelons, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne au-dessus de moi. Alors oui, président de la République, c'est quand même très très limité comme débouché. Bon. On pourrait aussi parler du secteur associatif. Ce secteur associatif, c'est pareil. Il s'agit ici, bien sûr, de gagner de l'argent, puisqu'on parle, on n'a pas le choix, chacun, esclavage obligatoire. Bon. Donc, il faudrait être salarié. Mais si vous êtes salarié, je suis désolé, vous êtes sous les ordres donc des dirigeants d'association, et on ne peut pas être à la fois dirigeant d'une association et salarié. Alors, j'explique. Bon. Bref. Alors, en fait, oui, il y a un cas, c'est vrai, ou de personnes qui n'ont pas cette obligation d'esclavage, mais c'est en fait une toute petite minorité et à laquelle il est très difficile, donc en pratique, d'accéder. Ouais, donc liberté très théorique. Ce sont des gens qui ont des droits particuliers qui font qu'ils reçoivent de l'argent sans rien faire. Intéressant. Alors ce sont des droits qui sont liés en fait à des biens, et c'est lorsqu'une autre personne utilise ces biens qu'ils reçoivent de l'argent. Et si une personne, vous voyez, a suffisamment de ces biens, eh bien, de ces droits, eh bien, à la limite, elle n'a plus besoin de se vendre comme esclave. Voire même, elle peut vivre très bien, c'est-à-dire, en fait, faire travailler les autres pour elle. Donc, vous allez prendre pour esclave. Et, alors, petite remarque en passant, vous voyez donc que nous ne sommes pas clairement égaux en droit.
c'est pas les petites inégalités honorifiques là, c'est entre quelqu'un, c'est le cas un peu extrême, mais bon ça existe, hein, qui doit trimer toute sa vie pour survivre, et quelqu'un qui vit comme un pacha sans rien faire, c'est un petit peu inégal quand même. Bon. Et dès la naissance, puisque si vous naissez dans une famille qui a par exemple beaucoup donc, de ces droits capitalistes, eh bien vous en bénéficiez de fait. Et en plus, lorsque vos parents meurent, vous en héritez littéralement. Bon. Alors pourquoi je dis ça? Oui, vous avez peut-être entendu parler de cette phrase, vous savez, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors vous, je sais pas, mais moi, c'est vrai que quand j'ai entendu cette phrase, je pensais que c'était vrai aujourd'hui. Parce qu'on m'a pas dit, c'est vrai, on m'a pas dit que cette phrase était vraie explicitement, mais ça m'a été amené en cours d'histoire, parce qu'en fait, vous savez, c'est l'article premier, je rappelle, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette phrase a été prononcée, promulguée solennellement à l'occasion de la Révolution française. Et la Révolution française, vous savez, avant, donc j'en ai déjà parlé, il y avait les rois, mais aussi des aristocrates, qui étaient effectivement très inégaux en droit à la naissance, c'est vrai. Et tout ça, ça a été supprimé, abolition des privilèges, tous citoyens. Du coup, voilà, je pensais que maintenant en France, c'était vrai. Ben non, hein. C'est pas vrai. Non seulement on n'est pas égaux en droit d'ailleurs, et libre pas non plus. Enfin, l'un des deux suffirait, mais en plus on n'est pas libre non plus, puisque obligation d'esclavage quand même, faut pas déconner. Bon. Et à propos d'ailleurs de cette déclaration là des droits de l'homme et du citoyen, vous savez, il y a un autre article aussi qui est intéressant, enfin dans la série de ceux qui seraient bien s'ils étaient appliqués, bien sûr. Et qui là nous intéresse parce qu'il définit aussi un peu la liberté, c'est le 4e qui dit en substance que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors, juste une question, est-ce que d'après vous, la liberté du maître s'arrête où commence celle de son esclave? Moi, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'elle va un peu plus loin quand même. Hein. Bon. Bref, il semblerait que cette révolution donc ait été surtout une révolution au niveau des mots, du langage, la Matrix quoi. Hein. Et qu'en fait, ce serait bien si ça pouvait être, si on pouvait faire en fait cette révolution, faire appliquer donc la Déclaration des droits de l'homme dans la réalité, donc finir la révolution, quoi. 225 ans plus tard, pourquoi pas. Bon, je dis ça parce que c'est ce que je vais faire, proposer de faire tout à l'heure, dans la vidéo suivante surtout, vous verrez. Bon. Petite parenthèse. Alors donc, obligation d'esclavage. Alors juste une dernière chose, il y en a qui pourraient me dire, mais c'est quoi ça, obligation, ça veut dire quoi, obligation, non. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, obligation dans la réalité? C'est pas parce que c'est écrit quelque part, telle chose est obligatoire, que, à la limite, ouais, c'est obligatoire, vous en foutez. Une chose est obligatoire dans la réalité, lorsque, si vous ne la faites pas, vous êtes sanctionné. C'est vrai, vous en foutez moi en général. Bon. Et on voit même une chose, c'est qu'une chose n'est pas obligatoire ou pas. Elle est plus ou moins fortement obligatoire selon la sévérité de la sanction. Vous voyez? Et donc, d'où la question, alors qu'en est-il donc de l'obligation d'esclavage? Quelle est donc l'importance de l'obligation d'esclavage? Donc, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui refuserait d'être esclave, et pour qui c'est obligatoire, donc bien sûr qu'il n'y a pas les droits spéciaux, tout ça. Eh bien, il se passe que, on l'a déjà vu, au bout d'un moment, il n'aurait plus d'argent pour pouvoir, il pourrait plus s'acheter donc à manger. Donc, au bout d'un moment, il mourrait de faim. Donc, la sanction, c'est la peine de mort, quand même. Donc, c'est quand même assez fortement obligatoire, là. Hein. D'autant qu'il y a peine de mort et peine de mort. Hein. Vous avez la peine de mort avec ou sans supplice. On vous coupe la tête, c'est sans supplice. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la mort par privation de nourriture, c'est une agonie particulièrement douloureuse. On ne sait pas forcément, mais oui. Bon, je n'ai pas testé personnellement. Mais... Donc là, c'est quand même, on peut vraiment dire que c'est bien obligatoire quand même. Hein. Alors là, peut-être qu'ils vont dire, attendez, en France, avec toutes les aides, vous rigolez ou quoi là? Non, je rigole pas, parce que les aides en question, lorsque vous êtes apte à travailler, évidemment, sont réservées aux gens qui cherchent un emploi d'esclave. Qu'il s'agisse de l'allocation chômage au sens strict, qui est limitée dans le temps, comme vous le savez, ou la seule allocation chômage de fait, qui n'est pas limitée dans le temps, ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA, eh bien, c'est réservé aux gens qui cherchent activement un emploi d'esclave. Alors, on va peut-être me dire, ouais, non, mais ça, c'est dans les textes, dans les faits, bon... dans les faits aussi, quoi, parce que, si vous voulez bénéficier du RSA, comment ça se passe? Vous devez prendre rendez-vous avec une assistance sociale, avec laquelle vous allez devoir rédiger un contrat de retour à l'emploi, un texte que vous allez devoir écrire noir sur blanc comment vous comptez vous y prendre pour mettre toutes les chances de votre côté pour retrouver rapidement un emploi d'esclave.
Quelqu'un qui dirait ah moi je refuse d'être esclave, hein, ce qu'on appelle pudiquement activité professionnelle, bon, évidemment qu'il n'aurait pas droit au RSA. Et même quelqu'un qui ne dirait pas vraiment, hein, qui dirait, puis qui bon, ben même là c'est contrôlé quoi. Il y a des coachs hein, qui de temps en temps, alors vous en êtes où il y a tous les jours des gens en France aujourd'hui qu'on leur retire de l'allocation, donc le RSA, sous prétexte qu'ils ne cherchent pas assez activement un emploi d'esclave. Donc, bah oui, quand même, c'est bien réellement obligatoire. Donc, remarquons en passant que, donc, même aujourd'hui en France, la peine de mort n'a pas été abolie dans les faits. Alors bon, si elle a été abolie, c'est vrai, pour des trucs, vous voyez, bon, pas bien méchant, vous voyez, tueur en série, des trucs comme ça. Mais quelqu'un qui refuserait d'être esclave, c'est vrai que là, bon, faut pas exagérer. Bon, avec supplice, bien sûr. Voilà. Hein. Voilà, qui vont dire, mais attendez, on n'a vu personne mourir de faim en France ces derniers temps. Ben oui, normal, puisque personne est assez puriste, j'imagine, pour refuser d'être esclave à ce prix-là. Hein. Bon, voilà. Un petit bilan, là, maintenant, un peu. Nous avons vu donc ce qu'est le chômage. On a vu d'ailleurs aussi, nous venons de voir ce qu'est le problème du chômage. Qui n'est pas le fait que des gens cherchent à se vendre comme esclaves, parce qu'après tout, pourquoi pas, je vais dire, faut être tolérant, hein, s'il y en a qui veulent. Bon, c'est le fait que c'est obligatoire. Vous voyez, c'est ça qui vient en premier comme étant le problème du chômage, lorsqu'on nomme réellement bien les choses. Hein. Et aussi ce que je vous disais en commençant, que ça allait vous aider à résoudre les problèmes. Parce que là, on voit évidemment ce qu'on va faire, la solution. Abolir l'obligation d'esclavage, évidemment. Sauf que les gens, ils voient pas ça. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a un autre problème, si vous voulez, en plus, ou si vous voulez, les choses sont encore plus graves que ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que quelqu'un qui dit, ok, c'est bon, ouais, ok, c'est bon, ça va, j'accepte d'être esclave, qu'il est tiré d'affaire. Eh bien non, parce que vous pouvez être sanctionné, non pas parce que vous ne cherchez pas, donc un maître, hein, mais parce que vous n'avez pas trouvé un maître qui veuille bien vous prendre comme esclave. Et là, vous voyez que c'est différent, parce que ça ne dépend pas que de vous, ça. Et en plus, vous savez, je vais y revenir, hein, actuellement, il se trouve qu'il y a une pénurie d'emplois d'esclaves, qui ne va faire d'ailleurs que s'aggraver sur le long terme. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pourtant de bonne volonté, ils n'ont juste pas de chance, il n'y en a pas pour tout le monde, et ils vont être sanctionnés pour ça. Et alors en plus, dans la plupart des pays dans le monde, la sanction, je rappelle, c'est encore aujourd'hui la peine de mort pour ça. Vous voyez que là, on passe quand même d'un simple autoritarisme, l'obligation d'esclavage, à quelque chose qui relève carrément de la cruauté, là. Alors, vérifions hein, ce que je disais. Alors, je vous ai dit que c'était pas garanti. Donc, en fait, dans le système économique actuel, donc ce qu'on appelle l'économie de marché, on le voudrait garantir que chacun ait un emploi d'esclave. Donc, on ne pourrait pas. C'est impossible en plus. Pourquoi? Parce que ce qui crée ces emplois d'esclaves, ce n'est pas le gouvernement. Hein, ce ne sont pas non plus les entrepreneurs, comme on entend des fois. Non, c'est en fait la masse des gens, des consommateurs, en fait, par leur façon de consommer. Et ils consomment bien comme ils veulent. Et en plus, vous voyez, s'il faudrait se contacter, tout ça, pour s'arranger, comme ce serait compliqué, même à échelle individuelle, c'est très complexe. Quand vous faites une dépense, vous ne savez pas ce que ça va donner. Ça peut très bien bien payer peu d'esclaves ou peu payer beaucoup, ce qui est plus intéressant pour le chômage, c'est le handicap, mais vous ne savez pas, c'est très complexe. Donc voilà, en plus, c'est impossible à garantir fondamentalement dans ce système-là. Alors en plus, il y a une pénurie actuellement, je vais y revenir, et qui va ne faire que s'accroître sur le long terme. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause du progrès technique qui fait que l'on parvient à produire toujours plus en travaillant toujours moins. Ce qui en soi serait bien s'il n'y avait pas ce système d'esclavage obligatoire. Hein. Mais du coup, ça fait que vous voyez que, du moins à consommation constante, on a de moins en moins besoin d'esclaves. Alors, il y a des petits malins qui vont dire, il suffit de consommer plus, d'accroître la consommation. Oui, c'est d'ailleurs ce qui se fait hein, en pratique. Sauf que, elle ne peut pas s'accroître indéfiniment la consommation. À un moment donné, en plus, ça pose des problèmes écologiques. Vous savez, on ne peut pas rigoler avec ça non plus quand même. Alors tout ça c'est un peu théorique, voyons maintenant ce qu'il en est concrètement aujourd'hui de cette pénurie d'emplois d'esclaves et si on veut l'évoluer, quel pourcentage.
Et alors, pour ça, on pourrait se dire, bah tiens, de regarder le taux de chômage. Mais non, on va pas faire ça. Ah, non, parce que il y en a qui diront, ouais, non, mais là, c'est parce qu'ils cherchent pas. Vous savez, la première impression du chômage, si vous vous souvenez. Non, ce qu'on va regarder, pour avoir réellement le taux d'emploi d'esclaves manquant, c'est le nombre de gens qui ne mangent pas à leur faim. Parce qu'on se doute bien que quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, si on lui propose un emploi d'esclave qui lui permet de manger à sa faim, il ne va pas dire « Ah ben non, c'est trop fatigant ça, je préfère crever de faim ». Non, les gens ils sont feignants, d'accord, mais pas à ce point-là quand même. Bon. Et le nombre de gens qui ne mangent pas à leur faim, donc dans le monde aujourd'hui, c'est de l'ordre du milliard, hein, quand même, c'est-à-dire un être humain sur 7, donc 14% environ. Alors on va me dire, oui, mais attendez, il y a des gens, ils ne mangent pas à leur faim, ça peut être pour d'autres raisons aussi. Hein. Il peut y avoir des catastrophes, vous savez, des sécheresses, lors d'exode, dans le cas de conflits, tout ça. Alors c'est vrai, sauf que les gens qui sont concernés par ces événements tragiques locaux, c'est de l'ordre, en moyenne, hein, du million. Hein. Le million, c'est le millième du milliard, donc c'est complètement négligeable. Donc l'essentiel des gens qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui, c'est bien la cause qu'on appelle hein, raison économique, la misère, en fait, c'est le chômage, quoi. Bon. Et il s'agit là d'ailleurs, hein, 14% d'une estimation à minima, parce que il y a d'autres moyens quand même de se sustenter hein, que de se vendre comme esclave. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent de proches, vous pouvez aller glaner, ramasser des fruits, des baies sauvages, ou pêcher du poisson, des fois, ou faire les poubelles, enfin. Et c'est d'ailleurs pour ça que, Dieu merci, tous ces gens-là ne meurent pas de faim, vous imaginez l'hécatombe quand même, hein, que ce serait. Cela dit, dans le tas, il y en a quand même hein, qui meurent de faim à cause du chômage, donc, hein, réellement. Et là, l'estimation, vous savez, c'est de l'ordre de 6 millions par an. Alors, pour se rendre compte quand même de ce que c'est que ces chiffres-là, parce que c'est, vous voyez, c'est à grande échelle, ça nous échappe un peu, il faut comparer à des choses qu'on connaît. Et dans l'histoire, moi, ça me fait penser, 6 millions, ah bah, c'est le nombre de victimes de la Shoah, vous savez, qui était donc un génocide qui a eu lieu il y a plus de 70 ans maintenant, hein, à l'échelle de l'Europe quand même, industrielle, tout ça, ça a pris plusieurs années. Et donc, vous voyez, donc, ce qu'on pourrait dire, pour se faire une idée, c'est que donc, les victimes au sens strict du chômage, c'est donc une Shoah, mais par an. Vous voyez, et en ce moment, vous voyez, l'importance quand même du problème, sachant que ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque le fait quand même de ne pas manger à sa faim, même si on n'en meurt pas, c'est quand même une souffrance, quoi. Hein. En plus, on est plus exposé aux maladies aussi. Hein. Par exemple, vous avez une maladie qui touche que les enfants qui sont un peu sous-alimentés, qui s'appelle le NOMA, qui fait... Alors, si on n'est pas soigné, ça fait quand même, je crois, 80% de mortalité. Mais même si on n'en meurt pas, bon, ça laisse quelques séquelles, si vous voulez voir. Vous faites NOMA image, hein, moteur de recherche préféré, vous allez voir, enfin, attention, sensible quand même. Bon. Voilà, bref, voilà. Donc, le problème du chômage, du coup, on comprend bien sûr, évidemment, vu l'énormité, la gravité de ce deuxième problème du chômage, qui est encore pire que le premier, que les gens, bah, du coup, soient orientés vers la mauvaise solution. Évidemment, les pauvres. Créer la catastrophe, vous imaginez, des emplois d'esclaves. Ainsi encore, on nommait les choses, vous voyez. Bon, hein, les gens se diraient, tiens, ça existe encore ça, l'esclavage, vous voyez, ça pourrait faire réfléchir un peu, je sais pas. Alors il y a aussi autre chose qui fait une autre technique de manipulation là, qui est employée quelque part, souvent, en plus donc de celle qu'on a vue qui consiste à pas nommer correctement les choses, terme trop général. Ça consiste à valoriser, si vous voulez, émotionnellement, en particulier à l'associer, à mettre en exergue sa rareté. Parce que ce qui est rare est précieux, ouais, bon. Et c'est pour ça que dans les journaux télévisés, je ne sais pas, quotidiens, vous n'allez pas entendre, enfin moi ça ne m'est pas arrivé encore, si les journaux étaient rationnels, vous voyez, les informations, ça, on commencerait par relater les événements les plus dramatiques en nombre de victimes. Et donc 6 millions divisé par 365, ça fait un peu plus de 16 000, vous voyez. Et ça devrait commencer par quelque chose du genre. Alors, aujourd'hui encore, plus de 16 000 personnes sont mortes à cause de la non-garantie de l'esclavage obligatoire. Enfin, j'ai jamais entendu ça, je ne vais pas regarder la bonne chaîne, je ne sais pas. Par contre, ce que vous allez entendre, c'est plutôt des choses du genre... bon, c'est vrai qu'il faut être positif aussi, hein, c'est vrai que ça serait déprimant, il faut reconnaître. Bon. Des choses du genre, ouais, à tel endroit, on a réussi à créer plus de 600 emplois. Ouais, super. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on n'a pas créé d'emplois, on fait quoi? Pas grave. Hein. À tel endroit, ils ont réussi à sauver leurs emplois. Waouh, voilà, vous voyez, ça. Du coup, les gens, ouais, les emplois, c'est bien. Voilà. Hein. Alors, petite variante aussi de cette technique de manipulation, donc la matrice, quoi. Hein. Ça consiste à parler de droit, parce que
droits, ils sont bien, avoir des droits, les devoirs, les droits, ouais. Donc le concept, mais complètement hallucinant, si on y réfléchissait 30 secondes, du droit au travail d'esclave. Pourquoi pas le droit au cancer, pour une année, quoi. Des fois que certains se sentiraient lésés, c'est vrai, pas pouvoir en profiter, quoi. Non, pour que ça ait l'intérêt de parler d'un droit, ouais, il faut que ce soit quelque chose qui soit désirable pour au moins quelques personnes, quoi. Hein. Et d'ailleurs, même si on utilisait le mot travail dans son vrai sens, je me suis posé la question, c'est-à-dire d'activité utile. Hein. Mais même là, alors certes, une activité utile, c'est désirable, mais ça n'a pas l'intérêt de parler de droit à avoir une activité utile, puisque ça n'a aucune raison de manquer des activités utiles, c'est pas ce qui manque, il n'y a pas besoin de le garantir, donc de proclamer le droit au travail. Mais un droit que ça aurait un sens, à contrario, vraiment important, qui serait bien, par exemple, ce serait le droit à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Alors ça oui, vous voyez, ça c'est à la fois désirable pour tout le monde, évidemment, et en plus pas automatiquement garanti. Donc ça oui, ça aurait un sens. D'ailleurs, ce droit a bien été proclamé, parce que bon, c'est vrai que ça ne mange pas de pain, hein, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Hein, c'est l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois, de 1948. Donc, mais juste proclamer, hein, parce qu'évidemment, 1 milliard de personnes qui crèvent la faim, il ne faut pas exagérer quand même. Bon. Alors du coup, ce qu'on va faire, nous, en fait, l'idée, hein, exploration de la réalité, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la Déclaration des droits de l'homme, ce serait comment faire passer ça dans la réalité. C'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure aussi dans la prochaine vidéo, vous allez voir. Mais en attendant, une chose qu'on peut remarquer vite fait, c'est que, amusant, vous allez voir, c'est que, en fait, pour qu'un droit puisse passer dans la réalité, un droit intéressant, ben, souvent, malheureusement, il faut qu'il y ait des devoirs. C'est pour ça qu'on dit souvent pas de droit sans devoir. Et là, le devoir, c'est ça la question qu'on peut se poser, qui serait intéressant. Le devoir qui permettrait le droit à la satisfaction des besoins fondamentaux, donc de ne pas avoir faim ni d'avoir froid, hein, comme j'aurais dit les enfoirés, eh bien, c'est le devoir de travail. Ça, oui, ça aurait un sens. Un autre droit aussi qui serait bien, quoi, vraiment. Enfin, vraiment, pas proclamé d'ailleurs, mais enfin, c'est le droit à la tranquillité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dérangé par des gens qui cherchent à vous vendre des trucs que vous n'avez pas demandé. Hein. Alors c'est souvent, c'est vrai, si vous allez faire du tourisme dans des endroits, enfin les pays où c'est encore la peine de mort pour ceux qui ne trouvent pas à mettre, enfin les clients appellent ça assez en tout cas. Là c'est sûr qu'ils sont très motivés. Des fois vous avez un petit peu l'impression quand même d'être poursuivi par une horde de chasseurs, vous voyez, de clients. Ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs si on y réfléchit bien, puisque je rappelle que nous avons suivi un lapin blanc. Le lapin. Hein. Et alors, du coup, bah, des fois, mais le problème c'est ça, alors, vous vous enfermez chez vous, pour être tranquille. Et bien même là, vous en avez encore qui vous téléphonent des fois. Hein. Allô, je suis propriétaire. Et le pire, vous êtes chez vous et vous voulez vous détendre. Vous voyez ? Que font beaucoup de gens lorsqu'ils veulent se détendre? Bon, ils ne devraient pas, mais bon, c'est un fait. Hein. Ils allument la télé. Et oui, ils sont encore là hein, à essayer de nous prendre du temps de cerveau disponible. Hein. Lapin. Alors, Internet, alors là, bon, vous êtes carrément pisté. Cet homme connaît déjà le premier effet qui se coule, le bonbon à l'amande qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet qui se coule. Lapin. Ouais. Lapin. Qui se coule, le seul bonbon double effet. Alors forcément, il y en a qui finissent par craquer. Ah oui, il faut les comprendre, par acheter. Et alors ensuite, au fil des années, le nombre de choses qui s'accumulent, que vous ne savez plus où les mettre. Alors d'accord, il faut jeter, savoir jeter tout ça, très bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu la taille des décharges après. Il y en a une, elle n'arrête pas de s'agrandir, mais actuellement elle est grande comme une décharge. 5 fois la France, au milieu du Pacifique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, il y a quand même quelques albatros qui du coup d'ailleurs, comme ils confondent tous ces petits bouts de plastique qui flottent à la surface de l'eau avec les poissons hein, dont ils se nourrissent,
leur tube digestif est encombré de tout ça, et du coup ils meurent en fait de faim d'ailleurs, hein, dans des souffrances, donc hein, et ils empoisonnent aussi leurs petits, du coup jusqu'où ça va, oui, le problème du chômage, on n'imagine pas. Et bon, alors sans aller peut-être jusque-là, vous avez aussi quand même un autre problème du chômage, c'est quand même, il faut que je parle, c'est la compétition. Alors, il y en a encore qui vont dire, attendez, la compétition, c'est bien, c'est les Jeux Olympiques, tout ça, dépassement de soi, tout ça. Non, mais on parle pas de la même chose, là. Hein, c'est pas la compétition ici pour des médailles, pour la gloire, ou quoi, le dépassement de soi, encore moins. Là, on parle de compétition d'abord pour la survie, pas pour les médailles. Et surtout, c'est une compétition, mais elle est obligatoire aussi, surtout là. Hein, parce que les gens qui vont aux Jeux Olympiques, ils sont pas obligés quand même. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Et alors, bon, moi, ce qui me gêne, si vous voulez aussi, ce qui me gêne personnellement de cette compétition, pourquoi j'y suis obligé, donc pourquoi ça me gêne, parce que je réfléchissais à ça, alors c'est peut-être personnel, bon, il se trouve que je suis, bon, j'avoue, voilà, quelqu'un qui est, personne parfait, hein, je suis désolé, bon, à la fois égoïste, voilà, et en plus sentimental. Bon, voilà. Et si, du coup, vous voyez, si à un moment donné j'ai besoin d'argent, ça peut arriver des fois, hein, donc de trouver un emploi d'esclave, et que j'ai la chance d'en trouver un. Ben donc je serais content. Du coup, ça c'est mon côté égoïste. Mais en même temps, je sais que ce faisant, j'en prive quelqu'un d'autre si je le prends, qui en aurait peut-être même encore plus besoin que moi. Et sachant cela, ben, j'aurais envie de le lui laisser. Ça c'est mon côté sentimental. D'où un tiraillement intérieur. Vous voyez, souffrance. Et en fait, ce serait tellement plus simple, en tout cas pour moi, enfin moi ça me conviendrait beaucoup mieux si, vous voyez, ensemble, on travaillait à un but commun, par exemple, que les besoins fondamentaux de tout le monde soient satisfaits. Bon. Voilà, vous allez me dire que ça c'est personnel. Après, c'est vrai aussi que cette compétition, ça induit aussi beaucoup de violence. Alors, d'une part, vous avez des gens qui ne trouvent pas forcément un emploi d'esclave à proximité de chez eux. Et du coup, ils sont obligés de déménager, ça s'appelle la mobilité. Et souvent loin de chez eux, donc de leurs amis, tout ça, de leurs racines, tout ça. Et donc, c'est quand même déjà une sorte de violence, quand même. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que bon, il y a des endroits où il y a plus d'emplois d'esclaves qu'à d'autres, et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin à ces endroits-là. Alors, il y en a plus, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Et du coup, les gens de ces endroits-là, ils voient arriver tous ces gens un petit peu comme s'ils leur prenaient leurs emplois d'esclaves. Oui, ça fait un petit peu des histoires, quoi. Et ça entraîne souvent pas mal de violence. D'ailleurs, récemment, j'ai vu en Afrique du Sud, bon. Parce que les gens, le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez radicaux. Hein. Radical, c'est-à-dire s'attaquer aux causes des problèmes, hein, du latin radix, racine. Bon. Et que, du coup, ils s'en prennent, vous voyez, à d'autres personnes, au lieu de s'en prendre à ces règles débiles, ces règles du jeu qui les obligent à se battre pour des emplois d'esclaves. Quoi. Vous voyez, si les gens étaient un peu radicaux. Hein. Et surtout, d'ailleurs, en plus, souvent, ils s'en prennent, d'ailleurs, plus spécialement à des gens, enfin des groupes même de gens clairement identifiables comme bien différents d'eux. Et d'ailleurs, la Shoah, et c'était à un moment où il y avait beaucoup de chômage, hein, en Allemagne. Donc voilà, donc vous voyez, qu'au vu effectivement de l'ampleur, hein, des conséquences de ce problème du chômage, tout ce que ça entraîne, et là je m'arrête, mais je pourrais continuer, hein, l'intérêt qu'il y aurait donc effectivement à y tenter une solution, ce que je vais donc faire maintenant, enfin dans ma prochaine vidéo. Alors juste petit truc que je peux signaler avant, hein, déjà, bah, j'ai un petit peu dit des trucs. Hein, j'ai dit qu'on allait abolir l'obligation d'esclavage. Mais alors en fait, je ne vais pas faire que ça, vous allez voir, parce que un truc qui est quand même le plus intéressant que je vais faire, je pense, c'est que je vais surtout faire respecter le fameux droit article 25, là, le droit de tout le monde à la satisfaction de ses besoins fondamentaux, et plus généralement, en fait, faire passer dans la réalité ce que je vous ai dit, hein, la déclaration des droits de l'homme, tout ça, voilà. Hein. Et la solution que je vais vous proposer, c'est une solution qui n'existe pas. Enfin, avant ma proposition, j'ai jamais vu. Hein, donc voilà. Donc si des fois vous la voyez pas, c'est pas sorti au moment où vous me voyez là, bah, pour être averti quand la suite apparaîtra, il suffit de s'abonner donc à ma chaîne sur